Bonjour, merci d'être là et bienvenue pour un voyage dans les mondes parallèles, les multivers et les mondes parallèles. Alors, l'existence de mondes parallèles, ça c'est une aubaine pour la fiction. C'est une aubaine aussi pour réfléchir, prendre de la distance par rapport à notre propre monde, permettre à l'inconnu, à l'impossible, à l'improbable d'apparaître et de d'élucubrer là-dessus. Alors pour en parler, nous avons avec nous Denis Bajram, qui est auteur de bande dessinée, auteur de la série Universal War 1 et maintenant 2, publiée chez Cadran. Nous avons Roland Lehoucq, je ne vous le présente plus, président des Utopiales et astrophysicien au CEA. Nous avons Thierry Smolderen, scénariste, essayiste, professeur à l'École européenne supérieure de l'image à Angoulême. C'est aussi l'auteur de Souvenirs de l'Empire de l'Atome qui a eu un prix ici il y a 2 ans, je crois, 2013. Et plus récemment, Retour à zéro, qui est l'adaptation d'un roman de Stéphane Boulle, paru aux éditions Ankama. Et enfin, Jean-Philippe Luzan, astrophysicien au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris et directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Voilà. Et je dirai après quel type de bouquin vous pouvez lire sur le sujet. Alors, d'abord, les mondes parallèles, ce n'est pas une invention de la science-fiction. C'était déjà utilisé dans la littérature, dans la philosophie, par exemple aux Lumières, pour prendre de la distance par rapport à notre propre monde et dire des choses sur ce monde, sur cette réalité. Et en astronomie non plus, c'est pas nouveau. Jean-Philippe, vous avez... C'est à moi de commencer. Bon, je sais pas. Qui commence qui veut. Bon, Roland, tu connais bien toute la littérature, mieux que moi. Mais c'est vrai que prendre de la distance par rapport à soi, c'est très important. Dès qu'on fait de la cosmologie, on a un grand problème, c'est que nous vivons dans un seul univers que nous observons depuis un seul endroit. Et donc se pose un problème dans la question cosmologique, c'est de savoir à quel point notre univers serait typique dans un ensemble d'univers. Est-ce que quelque part, quand on a un événement unique, on est à la limite de ce que fait la science, parce que la science traite d'objets et de phénomènes reproductibles. Et pour tester cette hypothèse-là, il faut se placer dans un cadre plus large. Et donc, dès qu'on fait de la cosmologie, il va falloir prendre en compte le fait qu'on n'observe qu'un seul univers. Et parfois, il est utile de faire un peu de la fiction et d'inventer d'autres univers pour comparer notre univers à d'autres univers. On peut changer les lois de la nature, par exemple, pour voir le type d'univers que ça donnerait, pour savoir si, quelque part, dans un ensemble d'univers qui serait donné, bien sûr, il faut dire dans quel cas, nous sommes dans un univers qui est typique ou particulier. Mais ça nous dit rien vraiment sur notre univers, mais ça nous rassure, d'une certaine façon, plus qu'autre chose. Alors, Cyrano de Bergerac, c'était les voyages dans la Lune. C'était pour dire des choses, là, non pas sur la physique de notre univers, mais sur la physique de notre société, finalement. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu une espèce de dialogue très complexe entre la culture littéraire et la culture scientifique sur ce type de modélisation, en fait, parce que on parle de modélisation, mais si on remonte au siècle des Lumières, ou même avant, la culture était très différente et le mode était plutôt allégorique, en fait. Je pense que les mondes parallèles inventés par les philosophes avaient des fonctions allégoriques, morales, et essayer d'envisager de dépasser simplement le point de vue limité de l'être humain individuel pour essayer d'aller vers des vérités plus collectives et plus générales. Et en fait, entre le siècle des Lumières et nous, il y a eu tout un mouvement qui s'est déplacé, un curseur qui s'est déplacé à la fois vers le réalisme, et donc une rencontre qui s'est faite avec la science, probablement à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, dans lequel, effectivement, les interactions entre fiction et science ont commencé à être extrêmement serrées, et il me semble très intéressante parce que le principe de la fiction, on ne peut avoir de fiction et d'aspect romanesque que si on envisage le monde de l'intérieur vécu
dans toutes ces dimensions, je pense au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire le rapport aux objets, le rapport à la société, le rapport à la psychologie, à l'amour, à tous ces éléments-là. Et non seulement toutes ces dimensions qui sont vraiment humaines et dont les scientifiques en général essayent de se séparer pour regarder les choses de la façon la plus abstraite et la plus précise possible, mais cette faculté de se projeter dans un monde, dans un modèle, pour essayer de le voir de l'intérieur et pour essayer de le tester à travers des scénarios qui sont en fait pas des scénarios idéaux, mais qui sont en fait des scénarios dans lesquels on rencontre des problèmes, des obstacles, des dysfonctionnements, etc. Ça amène, je crois que ça a amené à la science un type de modélisation qu'on pourrait appeler de la simulation en fait. C'est presque c'est le début d'une forme de théorique de rapport aux choses qui est de l'ordre de la simulation. Et ce qui me frappe, moi, c'est que des scientifiques comme Edwin Abbott, qui travaille sur la notion de dimension, à la fin du XIXe siècle, crée un roman qui s'appelle le Flatland, dans lequel il se projette dans un modèle mathématique pour le tester de l'intérieur, un peu comme dans un jeu de rôle. Il y a ce rapport du joueur qui rentre dans ce monde, il y a le maître de jeu qui fixe les paramètres, et le joueur rentre dans ce monde et l'expérimente de l'intérieur. Et ça, c'est un rapport, je pense, qui est vraiment très intéressant, parce que la fiction est multidimensionnelle et elle a une façon de schématiser un certain nombre de paramètres et de les expérimenter à leurs limites, que les scientifiques, je pense, reconnaissent comme manière d'approcher les choses. Mais en fait, cette démarche-là, c'est exactement la démarche que tu dois faire quand tu fais de la recherche. C'est-à-dire que quand on apprend les mathématiques à l'école, on nous apprend des règles, on nous apprend des structures, mais en fait, pour vraiment faire des maths, pour vraiment faire de la physique, il faut vraiment comprendre ces objets-là comme des objets intuitifs de la vie ordinaire. Et donc, quelque part, dans ta démarche intellectuelle, tu t'immerges dans ce monde mathématique et tu trouves des régularités. Et c'est vrai que si vous regardez des gens qui font de la recherche, donc deux chercheurs au tableau qui discutent, ils sont pas en train juste d'écrire des équations, ils sont là, ils font des trucs, c'est comme s'ils bougeaient des objets sur une table. Et une fois qu'on sait que ça marche, alors après on va s'asseoir et on va rationaliser les choses, on va faire la démonstration comme il faut, mais le fait qu'on va trouver ce chemin dans une sorte de forêt amazonienne théorique, eh bien, on est obligé de faire ça et de s'immerger dans un monde qui est complètement donné par ses règles et abstrait, dans lequel il y a des objets qui ont certaines propriétés. Et je pense que c'est ça qui est la démarche intellectuelle de la recherche dans ces disciplines. Alors, Flatland d'Abbott, c'est, si je me souviens bien, un monde à 2 dimensions où évoluent des figures géométriques. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la 3e dimension qui émerge. Je pourrais dire, d'abord dans Flatland, il y a le monde est décrit, il y a ces êtres géométriques, les triangles, les carrés, les polygones en général. Il y a un être ultime que jamais personne n'a rencontré, c'est le cercle. Le polygone avec tellement de côtés, c'est les plus vieux êtres de Flatland ont beaucoup de côtés, donc c'est des polygones avec beaucoup de côtés. Alors ceux-là, ils sont vieux, ils sont sages, et ils sont proches de la perfection, qui est le cercle, où là on ne sentirait même pas qu'il y a des côtés. Et donc il nous décrit d'abord toute la vie dans Flatland, et puis à la fin, c'est là la partie vraiment extraordinaire, enfin qui serait pour les êtres de Flatland la nouveauté extraordinaire, c'est l'intersection entre des êtres à 3 dimensions et Flatland, en l'occurrence une sphère qui passe à travers le monde à 2 dimensions, et que les êtres de Flatland, eux, ne perçoivent comme l'intersection, donc comme un cercle de la sphère avec un plan. Et là, il rencontre non seulement un être idéal, il n'y a vraiment aucun côté, on sent quand ils se touchent, ils sentent que c'est quelque chose qui est parfaitement circulaire, on ne sent même pas les petits côtés d'un polygone avec 100 ou 150 côtés. Et en plus de ça, il change de taille, parce que la sphère qui pénètre plus ou moins à travers le plan, l'intersection, le cercle d'intersection, sa taille va changer. Et puis surtout, il disparaît, ou il apparaît magiquement presque. Et donc se pose des questions sur quelle est la nature de cette chose que l'on vient de voir. Et donc ça montre finalement que du point de vue de Flatland, il y a des choses extraordinaires qui se passent, comme peut-être du point de vue de notre monde à 3 dimensions, il y aurait des choses incroyables qui pourraient se passer. Les choses qui pourraient se passer dans notre monde à 3 dimensions, c'est l'intersection entre notre monde à 3 dimensions et un être hypothétique à 4 dimensions d'espace qui traverserait notre monde à 3 dimensions et qui serait quelque chose d'un peu bizarre. Et là, l'intuition qu'on peut avoir de ça, c'est
il y a un objet qui apparaît, qui se déplace, qui change de forme à 3 dimensions, et puis qui disparaît, ça serait comme un fantôme. Enfin, moi, j'avais une théorie des fantômes à 14 ans ou à 15 ans, qui était fondée sur, qui n'était pas du tout originale, mais fondée sur ce que j'avais lu de Flatland. Le fantôme, c'est quelque chose qui serait l'intersection entre un être à 4 dimensions et notre monde à 3 dimensions. Donc là, on voit que d'une part, en se mettant à 2 dimensions, nous qui sommes à 3 dimensions, on a le point de vue de Dieu. On regarde ces êtres qui grouillent, qui ne comprennent pas leur monde, qui ont pour eux, il n'y a que devant, derrière, à droite, à gauche. On essaie de comprendre comment ils évoluent, on essaie de comprendre comment ils vivent. Eux-mêmes ont des expériences qui sont décrites par l'auteur, la rencontre d'un être avec une dimension supplémentaire. Et on voit que cette analogie-là, cette espèce de monde infra-parallèle, quoi, une dimensionnalité inférieure à nous, permet de comprendre, nous, ce qui se passerait si nous faisions cette expérience dans notre monde à 3 dimensions, nous qui ne percevons qu'aux 3 dimensions. Donc faire réaliser que finalement, en passant par ce monde parallèle, finalement, qui est une sorte de couche, une sorte de tranche de notre monde à 3 dimensions, de donner une intuition de ce que serait notre expérience de croiser un être avec une dimension supplémentaire. Donc c'est là où on voit la force de l'analogie. On invoque un monde parallèle, d'une façon, en fait, qui est une sous-couche de notre monde à 3 dimensions, pour essayer de nous faire appréhender, de donner une intuition de ce qui se passerait si nous croisions un être à une dimension de plus. Et donc c'est là où on voit que c'est intéressant. Ces mondes parallèles sont des manières, en tout cas dans cette œuvre-là, des manières de béquille mentale pour nous faire comprendre ce qui se passerait dans une dimension où nous n'avons pas accès, où nos sens n'ont pas accès. Et cette idée-là, elle est très puissante finalement, parce que quand on se met même dans la vie de tous les jours, on voit qu'on invoque des mondes parallèles dans la vie de tous les jours, quand on se dit « et si je faisais ça ?» ou « et si je ne sais pas, quand vous avez des enfants, et si s'ils faisaient ces études-là, ou qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils puissent vivre leur vie plus tard sereinement, je dois mettre de l'argent de côté, je dois penser à leur laisser je ne sais quoi. » Se projeter dans un futur qui n'existe pas, ou dans un monde qui n'existe pas, pour fonder l'action du présent ici et maintenant, c'est quotidien, ça arrive tout le temps. Donc utiliser ces mondes parallèles, ces mondes qui n'existent pas, ces mondes qui sont dans l'imagination, pour permettre de fonder l'action de maintenant, ou pour permettre, en l'occurrence avec Flatland, et dans le cas de la science dont parlait Jean-Philippe, de fonder notre compréhension intuitive de mondes qui ne sont accessibles que par finalement le cerveau, que par les représentations qu'on en fait dans son cerveau. C'est une démarche qui est absolument fondamentale et qui n'est pas propre aux scientifiques, pas propre aux auteurs, mais qui est propre à tout le monde. Tout le monde utilise des mondes qui n'existent pas pour fonder son action d'ici et maintenant. Et Thierry Smolderen, d'ailleurs, dans McKay, vous faites intervenir la 4e dimension et des êtres qui sont capables de se mouvoir dans cette nouvelle dimension. Oui, alors l'histoire McKay, c'est une espèce de biographie fiction du créateur de Little Nemo, qui est Winsor McKay, et qui est une espèce de mélange de choses qui m'intéressaient à l'époque où j'ai écrit ça, qui intègre d'ailleurs des éléments aussi de l'œuvre de Möbius, mine de rien, parce que chez Möbius, le choix de cet emblème du ruban de Möbius chez Möbius a des liens évidents avec les questions de topologie et de 4e dimension, que j'avais projeté sur Little Nemo, et en même temps j'avais sollicité la figure d'un concurrent de Abbott, un contemporain qui s'appelait Charles Hinton, qui a aussi écrit des fictions, des romances scientifiques sur le thème de la 4e dimension, qui est quelqu'un de vraiment très intéressant, parce que lui il a cherché à avoir l'intuition de la 4e dimension. Il a cherché à avoir les capacités du cerveau de se représenter des solides en 4 dimensions, et donc en les faisant tourner dans un espace à 3 dimensions, et voir s'il était capable de prévoir la forme qu'aurait par exemple un hypercube dans son intersection avec la 3e dimension. Et j'avais fait le rapprochement avec McKay, parce que McKay, vous connaissez probablement Little Nemo. McKay est un dessinateur semi-autodidacte, mais qui avait des capacités de représentation en perspective absolument extraordinaires, et donc manifestement un sens intuitif de la spatialisation qui était extrême. Et donc j'avais imaginé une rencontre entre ce Hinton, et c'était possible du point de vue biographique des deux côtés, une rencontre entre ce Hinton et le jeune McKay, et Hinton lui aurait demandé, voyant les capacités extraordinaires de McKay en termes de visualisation, lui aurait
montrer comment accéder à la quatrième dimension et à ce moment-là entrer dans le monde du rêve et tout ce genre de choses, de tout ce genre de choses. Donc là, c'était une espèce de mix de plusieurs choses qui m'intéressaient autour de la fin du 19e et de cette atmosphère justement où les capacités de la science et de la bande dessinée se croisent de manière très très riche. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais cela dit, Hinton, c'est intéressant du point de vue aussi scientifique parce qu'il allait très très loin dans ses recherches et il m'a semblé retrouver dans certains de ses textes des éléments qui recoupent les travaux sur les dimensions dans le monde physique, même moderne. Par exemple, il envisage que des espèces de nodes ou de nœuds de la texture spatiale se rencontrant, se déferaient l'un l'autre, et ça ressemble vraiment comme une espèce de préfiguration de la particule et de l'antiparticule, une espèce de spéculation purement théorique qui pourrait en tout cas recouper ce qu'on voit dans la science aujourd'hui.